C'est d'ailleurs tout le problème de la monarchie présidentielle qu'est la 5ème République. Macron est trop jeune, il a pris le pouvoir beaucoup trop jeune. Il avait 39 ans. Donc c'est logique en fait, il y a une sorte de logique qui fait que, mais évidemment qu'il va aller, pour moi, c'est TGV, il va aller 5 mandats. Et salut tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Trop content de pouvoir vous retrouver pour revenir sur l'actualité très dense. Et on a besoin d'analyser, de décortiquer tout ça. Évidemment, l'équipe type, j'ai à ma gauche Dr H qui est ici. Salut. Qui est prêt à nous abreuver et à jouer de principes de base, comme le dirait Todd. Là, il a sorti toutes les armes, on est prêt. À la réalisation, évidemment, ma chérie Gaël Cagnan et Mani, qui n'est pas rentré, il est dehors avec ses amis, il fait la fête, en même temps c'est vendredi soir, c'est normal. Trop content en tout cas de vous retrouver pour ce 81e épisode de CKR. Putain, ça va vite, mine de rien. C'est fou, franchement je suis très fier, on est là, on tient bon. Et si on tient bon, c'est parce que vous nous soutenez. Mais si vous voulez qu'on tienne vraiment encore plus longtemps, parce qu'il va y avoir des choses à couvrir, n'hésitez pas à nous soutenir, j'insiste. Soit avec le Tipeee, vous pouvez même, chacun peut mettre même 1 euro, c'est génial. Vous pouvez mettre 1 euro par mois, 1 euro par an. Je dis 1 euro, pourquoi ? Parce qu'un euro, c'est quelque chose qui normalement est à la portée de presque tous, mais pas tous, parce qu'on sait que parfois c'est très compliqué, on est à l'euro près. Mais je sais pas, en moyenne sur les vidéos, vous faites 10K, 11K. Imagine de vues. Il y a à peu près 11 000 personnes qui regardent en moyenne à chaque fois les épisodes. Si chacun mettait juste 1 euro par mois, et ben en fait nous on pourrait développer là le média, être là plus souvent, pouvoir faire même d'autres choses, tu vois, là par exemple de louer des salles pour pouvoir faire les masterclass, pour pouvoir faire les épisodes en public, etc. Toutes ces choses là, franchement ça nous aiderait de ouf. Alors il y en a qui nous aident, alors, merci beaucoup, qui prennent des abonnements sur Twitch ou sur Tipeee, bah allez-y et parlez-en autour de vous franchement. Et si vous connaissez des gens blindés qui adhèrent à nos propos et qui ont une boîte et qui veulent aider, il y en a qui l'ont fait, comme le Cha Food Truck, Cuisine Cambodgienne qu'on embrasse, G-Floxieng, c'est le cabinet de paramédical en Haute-Savoie qui propose en plus des conseils en phytothérapie. Pour les cracks sur le Discord, si y en a qui ou alors E2TS, le bureau d'ingénierie, ou encore Freshy Fresh, un crack qui fait des savons et qui nous a voulu nous aider à son niveau. Il a dit je suis désolé, je peux donner que ça. Je dis mais c'est déjà énorme, tu vois. Et il a même mis un code promo pour celles et ceux qui veulent 15% sur les savons. Là c'est CKR15. Voilà, trop marrant. En plus de l'offre de base, 5 savons achetés à en offert. Donc franchement c'est trop cool. Merci Sari, merci Bestman, merci Preach pour les abos, les réabonnements. En tout cas voilà, franchement on a grave besoin de vous. Parce que plus vous nous aidez, plus ça nous permet de nous délivrer du temps pour pouvoir faire ce qu'on aime, à savoir papoter avec vous, le temps de travailler les émissions, de réfléchir à plein d'autres choses et tout, pour pouvoir nourrir tout ça. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. On est disponible sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer et j'ai rien oublié. Et vous pouvez mettre les 5 étoiles si vous écoutez sur ces plateformes-là. Ça nous aide beaucoup. Et si vous nous écoutez sur YouTube ou regardez sur YouTube, il y a la petite cloche. Vous abonnez, la petite cloche, comme ça vous ne loupez pas les épisodes, sachant que là, on a une récurrence qui est un petit peu altérée. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va tourner par rapport à toutes nos activités. Je suis en tournée, Dr H est à la fac, il enseigne, en plus plein d'autres choses. Donc c'est vrai que voilà, plus si vous voulez vous tenir au courant de quand est-ce qu'on fait les choses, la cloche, c'est parfait. On a aussi le Discord, évidemment, et le Telegram qui tourne, où je m'éclate à balancer toutes les news qu'on se balance sur WhatsApp, etc. Je vois qu'il y a des cracks qui réagissent beaucoup. Faites-le tourner, passez le message à au moins 1 ou 2 personnes, et j'ai fini avec mon prêche. On va attaquer les commentaires des gens. Les commentaires des gens, parce qu'il y a des gens qui nous laissent à chaque fois des commentaires en vidéo et vous savez qu'on aime bien les lire. Alors, on a Sabrina qui dit « Kevin en forme et toujours au top ». Merci beaucoup Sabrina, ça fait trop plaisir. Guillaume Plaquiard qui dit « Enseignant de profession, je découvre votre chaîne. Je suis agréablement surpris par vos analyses et votre pédagogie, je m'abonne. » Ah, merci. Cool, merci. Et on vous invite à en faire autant, évidemment, si c'est pas déjà le cas. En tout cas, merci beaucoup. Trop bien.
En plus, un enseignant, s'il s'y retrouve, hein, C'est très bien. parfait. Mohamed Ifi qui dit salam, salut, toujours au top, avec et pour les cracks. Merci à l'équipe, merci à vous. Pendant le no comment, le Dr H doit saigner de la bouche. Ah, je crois que ouais, sur le dernier no comment, c'était pas facile. Merci en tout cas pour ton message. Pépé qui dit 4223 qui dit salut Kevin Razi, pour t'aider, il y a un fruit d'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, qui s'appelle la baie du miracle en français. Si tu manges une baie, tout ce que tu manges ensuite aura le goût du sucre pendant 1 heure. C'est magique. Si ça peut aider les accros au sucre. C'est ouf ça. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ouf. Ah putain, bah Faudrait pas merci. qu'il soit trop chargé en fructose, mais c'est bien ça. C'est cool. Pourquoi sinon ça fait quoi quand c'est... Bah, ça veut dire que il y a beaucoup de sucre. Ah oui, Ce que oui, tu oui. veux éviter, tu l'as quand même. Enfin, mais ça, c'est pas grave. Ça reste Oui, ça reste un fruit, mais parce que il y a une réalité. Enfin, déjà le sucre, voilà, sucre raffiné, machin, c'est pas top, mais il y a une réalité derrière le sucre, c'est ce côté addictif. Et la question Ça, c'est du ouf. goût et l'habituation avec le goût. Donc, effectivement, les stratagèmes qui peuvent. C'est ça, de toute façon, le light et le zéro, ça vient de là. On met du goût du sucre parce que c'est ce que tu recherches. Et du coup, on dit, mais c'est bon, il n'y a pas de calories, donc tout va bien. Sauf qu'en fait, il y a un petit. Ça joue un jeu, alors je ne pourrais pas l'expliquer entièrement, mais un jeu un peu malsain par rapport à l'insuline, etc. Parce qu'en fait, le message est toujours envoyé quand même. Ah donc du Ouais, coup, donc, en fait, tu gagnes pas. Ah oui, d'accord. T'as ok. t'as pas les calories, donc ça, c'est un fait. Ouais, Ok, donc ça veut dire super. que tu vas pas stocker du voilà. Mais par contre, il me semble, hein, les experts le diront mieux que moi, mais que c'est pas top pour l'insuline en fait. D'accord, ok. Et c'est l'un des principaux problèmes du sucre. Hein. Aussi l'insuline, c'est les fameux pics glycémiques, c'est pas top. Oui, c'est ça. Oui, bah, oui, c'est ça. Après, ça Si j'ai bien provoque des compris. coups de fatigue. Après. Et puis ça fatigue au bout d'un certain temps et ça provoque le diabète, le fameux diabète de Ah, type oui. 2, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, il me semble que c'est une fatigue en fait de la régulation de l'insuline. Voilà, D'accord. là je l'ai dit vraiment très grosso Ça crée modo. des diabètes, aspartame et compagnie, ouais. Bon, donc limite, vaut mieux prendre du vrai sucre. Ouais, voilà, mais voilà, avec modération. Avec modération, Ouais, voilà, ouais. vraiment, là pour le coup, ouais. Luc qui nous dit les gars, peut-être que vos modos ne censurent pas, mais YouTube, oui en fait. Je me suis déjà fait virer des messages sur la chaîne Glupatate. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu que eux n'avaient rien fait. Alors ok, c'est leur parole, mais ça m'est arrivé plein de fois que des messages sautent sans qu'il y ait la moindre insulte ou grossièreté. Et même si c'est votre chaîne, c'est pas vous qui choisissez, c'est YouTube qui a le dernier mot. Ça m'emmerde quand même. Ah, alors ça, Ça c'est je savais même pas. le dernier On challenge. peut pas le deviner d'ailleurs si on le dit pas. Ouais, c'est clair, on peut pas le deviner. Je pense que le dernier challenge, le jour où on arrive, tu vois, là je parlais de s'il y avait 10 000 tipeurs qui mettaient 1 euro par mois, qu'on était à 10K de frais de roulement, on n'y est pas encore, hein, je vous le dis, on est loin du compte. Ça nous permettrait tous de pouvoir travailler, vivre, machin. On pourrait même se permettre de ne plus être sur YouTube, tu vois. Dans le sens où, tu sais, aujourd'hui, il y a des plateformes décentralisées. D'ailleurs, NAFTA, on m'en avait parlé. Aujourd'hui, tout le monde essaye de trouver des plateformes Oui. de vidéos, de stream, qui n'utilisent pas, du coup, des serveurs pompeux en énergie, machin, mais ils utilisent un truc, genre limite une espèce de technologie à la peer-to-peer, tu vois, Ouais, machin. ok, ouais, intéressant ça. c'est vrai. Et en fait, il y a toute une nouvelle structure qui se fait autour de ça pour justement contourner cette hégémonie des GAFA, des GAFAM, qui se permettent de monopoliser le truc. Et c'est vrai que moi, YouTube, ça m'a toujours fait peur parce que je me dis, là, on dit ce qu'on veut hein, pour l'instant, mais on sait que pour X Oui, raisons, si on le peut vent tourne, tu vois, regarde Norman quand il a eu ces histoires là de parler avec des mineurs, machin, et Ouais. tout, corruption de mineurs et tout ça. Ouais. Et c'est pas le bon exemple, hein, mais ce que je veux dire, c'est que YouTube a démonétisé sa chaîne du jour au lendemain. Ça c'est bien. C'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve que YouTube peut, alors que À la main l'affaire- haute. Oui, à la main plus haute que la législation dans le pays dans lequel il est, parce que Ah bah ouais. lui, son affaire était en cours. Eux, ils se sont dit, bon, nous, on démonétise et tout. Moi, maintenant, je me dis, putain, nous, imaginons demain, t'as des gens qui sont pas trop contents avec ce qu'on dit par rapport à tout un tas de choses quand on parle de guillotine. Et que YouTube, par stress ou par flip, se disent, vas-y, démonétise et tout. Tu dis, ah putain, fais chier, parce qu'en fait, ça se trouve, on va aller en procès, on va gagner, et en fait, toi, tu nous niques. Et c'est voilà que tu te dis, bah ouais, c'est vrai que c'est cool de pouvoir avoir une plateforme qui est à toi, quoi, tu vois. Et pour C'est ça, ouais, c'est vrai que l'indépendance financière, elle est Ouais. ultra importante, parce que quand tu es indépendant financièrement, en fait, et je vous dis ça parce que j'en reparlerai après, mais il y a l'affaire Franck Gastambide qui est sortie de Mediapart. tu m'as dit. Et donc ça y est, c'est sorti, donc j'ai reçu plein de messages. Putain, il y a ton nom sur le truc. En fait, je suis le seul à avoir donné mon nom avec la personne qui s'est Impliqué, faite. bien sûr. Mais sinon, il y a quand même six filles
qui ont témoigné, 3 ex et 3 personnes rencontrées dans le cadre d'un tournage et tout. Il n'y a que ma pote Marion Séclin qui a témoigné à visage découvert. Et il n'y a que moi en tant que témoin. Il y en a eu 17 en tout des témoins. Il y a eu beaucoup de témoins. C'est vrai, c'est beaucoup, on a tous signé des attestations Cerfia, machin et tout. Tu vois, c'est carré. Tout à fait. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Il n'y a que moi qui ai donné mon blaze. Donc, ce qui fait que c'est marrant parce que, tu sais, tout le monde, on rigole en se disant avec mes potes, ah putain, merde, c'est chaud, ton nom il est balancé et tout, machin, c'est-à-dire que tu vas te faire boycott par Gaston Bide et tout. Et là, il y avait une blague qu'on a faite tout à l'heure dans un groupe où je pense que Gaston Bide, il a dû se dire, putain, Kevin Razi, comment je peux faire pour niquer son business ? Ah bah, il est nulle part, non ? Théâtre, non, ça c'est pas mon domaine. Ouais, Cerfa par contre, pas Cerfia. Cerfia, c'est le compte X. Donc voilà, moi je suis tranquille. Donc moi je suis tranquille et je vais me contenter de ça, c'est très bien. Et donc d'où l'importance d'être indépendant, tu vois, du game. Parce que si j'avais eu mes billes en télé, c'est pareil. On a eu notre premier article sur Public. Kevin Razi démolit Mohamed Bouafsi. Mohamed Bouafsi, il a quand même il a un certain poids dans l'audiovisuel. Si moi j'étais en télé ou que je voulais faire un truc et tout machin, je me serais retrouvé dans la merde. Et en fait, il n'y a rien de pire que quelqu'un de libre. Parce que du coup, non. En fait, j'ai lu le truc, j'ai eu un réflexe de mec de télé en mode « Ah merde Ah non, en fait, non, il va rien se passer. » Et donc, du coup, tout va bien. Alors... Ouais, mais en tout cas, c'est bien que pour l'affaire Gaston Bide, mais du coup, il n'y a pas eu de plainte, si ? Il y a des plaintes ? Non. Non, ouais, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Il n'y a pas eu de plainte. Ouais. Les témoignages sont édifiants. Lui, il dément pas. Okay. Alternative fact, c'est-à-dire qu'il dit j'ai fait ça, mais c'est parce que je voulais me protéger. J'ai fait ça, mais parce qu'il y a quand même un moment où il a roulé sur le pied d'une de ses ex avec sa voiture. Et dans l'article, il dit je l'ai fait, mais c'est parce que je voulais la retenir de je sais pas quoi. Ouais, la retenir définitivement, en fait, c'est ça. C'est comme par exemple, à un moment, il y a une de ses ex qui dit il m'a enfermé à la maison, genre il a fermé de l'extérieur et je pouvais plus sortir. Et il dit oui, je l'ai fait, mais c'est parce que... Et à chaque fois, c'est ça. Mais genre, il cherche des... Donc je me dis, putain, mec, ment, en fait, parce que c'est chaud, là, t'avoues tout. Et après, il a fait un post sur, sur son Instagram, un post sur fond noir écrit en blanc, là, un statement, où il dit, c'est totalement orienté, cet article, machin... il dit qu'il reconnaît... Oui, c'est orienté. S'orienter vers le sujet le sujet en question, oui. Oui. Non, sinon tu t'attendais quoi, un article désorienté? Ouais. Les Mediapart qui dit alors pardon, on est désolé, on est un peu perdu, on sait pas trop ce qui se passe. Donc on a des gens qui nous ont fait des témoignages, on a 17 témoins qui nous disent qu'il s'est passé quelque chose et on sait plus quoi faire. Donc voilà. du coup, aidez-nous. Ouais, parce qu'on est un peu perdu. Voilà, c'est désolé, hein. Vraiment, on est par confusion, on s'est dit dans le doute, publions un article. Ah mais je te jure, ça n'a aucun sens. Aucun sens. J'essaie de retrouver sa réponse, mais ouais, en plus, il sort des arguments où il dit il y a des choses dont je ne me souviens pas. Ah bah après voilà. Et là, t'as envie de dire ça c'est la défense. Voilà, c'était là. De l'époque de Mathusalem. Pendant plus d'1 an, cette enquête a permis à un flot de rumeurs infondées de s'installer, des rumeurs bien plus graves que le contenu de l'article lui-même, alimenté par la jalousie et la frustration de ceux qui les ont déclenchés. Toujours, on est toujours jaloux de Pattaya, tout ça. Face à ces calomnies, j'ai livré ma vérité et les preuves qui l'accompagnent. J'ai démontré à ces journalistes que certains de leurs informateurs leur mentaient. Et je les ai même laissés consulter mon téléphone portable pour leur prouver ma bonne foi. J'ai volontiers reconnu certaines maladresses, parfois vieilles de près de 10 ans, mais je n'ai pas pu reconnaître les faits dont je n'ai aucun souvenir. Bah ouais, ça veut dire quoi? Tu crois que ça veut dire que du coup ils n'existent pas? Oui, je me souviens plus, donc ça n'existe plus normalement. Ils disparaissent. Ouais, bah bon. Ouais. Ah, attends. On est toujours dans la même problématique. Non, mais bref. Allez, voilà ce que j'avais juste envie de dire sur une défense dite Bayrou. Ouais, vraiment, c'était ça. Mais c'est scandaleux. La fin de la vidéo avec la description d'Hamza et d'utilité publique. Ça, c'est Nucléaire qui dit ça. Complètement en phase avec ce regard sur l'éducation comme une vraie solution pour armer tous les esprits, pour se prémunir des possédants dirigistes. L'éducation nationale entretient depuis des années la reproduction sociale, le biais du survivant et la constance macabre. Bref, merci sincèrement. Ouais, très joli commentaire. Ouais, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Commentaire classe. Nassim Solution qui dit ça fait trop plaisir de vous revoir. C'est trop bizarre, l'algorithme ne me propose plus directement tes vidéos, Kevin, alors que j'en rate pas une. En tout cas, force les frères, j'aime beaucoup vos analyses, ça fait du bien. Bah ouais, d'où l'importance de la cloche, de s'abonner.
Et bref, ouais, ça c'est un gros problème qu'on a. Ouais. Chronique martienne qui dit sur un réel de programme de gauche, je recommande l'essai fiction Paresse pour tous d'Adrien Klent, inspirant et incontournable et en phase avec tout ce que vous dites depuis toujours. On ira checker, merci beaucoup pour la reco. Merci beaucoup pour la reco. Alors, je vais commencer avant d'attaquer la petite news HMD sur un sujet qu'un Cracks m'a envoyé par mail et voulait qu'on l'aborde. Il a même proposé de pouvoir témoigner si on avait besoin. En gros, c'est une mère de 2 enfants handicapés qui est submergée par les charges. Ouais. Anne-Marie Arnaudin, qui élève seule ses jumeaux de 19 ans, Mathéo et Corentin, qui sont lourdement handicapés. Ils souffrent de la maladie de Hirschsprung, du syndrome de Marfan et de problèmes de vision nécessitant des traitements et du matériel coûteux, les lunettes, les verres, etc. Et malgré une indemnité modeste de 135 € par enfant, que dalle, les frais médicaux et les dépenses quotidiennes restent largement impayables. Évidemment. Elle vit avec 890 € par mois. Anne-Marie doit souvent choisir entre payer son loyer, ses factures d'électricité ou d'autres dépenses indispensables. Les déplacements fréquents à l'hôpital et la vigilance constante pour détecter tout signe de complication ajoutent à son épuisement. Parce que, en gros, ce qu'elle explique dans l'article, c'est que... comment ça s'appelle ? Elle a ses enfants, dès qu'ils ont une fièvre, ça peut très vite partir, tu vois, bien sûr. très vite dans les tours. Bien sûr, ça veut dire occlusion, etc. Ouais, voilà, occlusion intestinale, parce qu'apparemment c'est une des caractéristiques de leur maladie. Ouais, et résultat, le truc c'est que parfois elle en envoie un à l'hôpital qui reste en hospitalisation. Ça peut arriver 3 fois dans l'année où t'en as un qui est à l'hôpital, mais il faut qu'elle reste à la maison pour l'autre, et du coup elle se retrouve un peu en galère. Elle dénonce du coup l'accumulation des lourdeurs administratives, le système récurrent de dossiers pour justifier le handicap de ses enfants. L'aide de ses services sociaux se relève insuffisante et complexe, qui renforce son sentiment d'abandon. Et face à ces difficultés, elle a même renoncé aux allocations familiales pour que ses enfants bénéficient de l'allocation adulte handicapé. Oui, parce qu'elle ne peut pas avoir les deux, évidemment. Voilà, tout simplement. C'est beau. Et Anne-Marie exprime sa lassitude et sa frustration, affirmant avoir l'impression de mendier auprès des services publics. Son quotidien est marqué par une lutte permanente pour offrir à ses enfants les soins et le soutien dont ils ont besoin. Il faudrait faire un épisode sur le revenu universel tellement il y a d'interrogations sur le sujet, nous dit Estarossa. Oui, ça c'est clair. Et ça, c'est presque en lien aussi un peu avec ça. Parce que évidemment, s'il y avait eu un revenu universel dans une optique sociale, voilà, etc. et ben ça aurait pu alléger si chacun a déjà les deux jumeaux, Mathéo et Corentin, auraient eu leur revenu qui leur permettrait d'aider leur mère. Et Anne-Marie aurait eu aussi ce revenu universel en plus des autres aides évidemment liées à leur pathologie. Je te rajoute une chose. Ouais. Elle aurait l'aide de plein de personnes qui ont aussi un revenu universel, donc ils n'ont pas besoin de faire un job de merde pour pouvoir boucler leur fin de mois, et qui sont peut-être même des gens bienveillants, experts, capables de travailler avec des personnes en handicap lourd, parce que c'est un handicap lourd qu'elle évoque, parce qu'ils sont très malvoyants, etc. Oui, voilà, ils ne sont pas indépendants. Mais donc, tu vois ce que parce que regarde, le revenu universel, ça porte son nom, c'est universel, ça touche tout. Et ça touche toutes les strates, et ça touche tous les corps de métier. Et quand tu vois que l'idée, c'est d'aller, c'est sans rien, c'est d'aller vers un revenu universel qui s'approcherait, je dis bien qui s'approcherait, du revenu temps plein d'un aide ou d'une aide-soignante. Rends-toi compte, hein. Oui, l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à 1500 de revenu universel. Voilà. Par mois, c'est totalement possible, on l'a budgétisé et tout, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune espèce de problème, vraiment. Les grincheux peuvent aller chercher, mais je sais que très bien, ils ne veulent pas faire des maths, donc on les connaît. Mais concrètement, donc regarde bien, ça veut dire que toi, là, tu reçois 1500 quoi que tu fasses. Donc tu dis, t'adores ce qu'on appelle le médico-social, le social et sanitaire, etc. Tu dis, mais j'ai suffisamment de temps et d'argent pour étudier. Je vais étudier, je vais former, je vais me spécialiser dans les questions du handicap, spécialement sur les formes de handicap liées à la vision. Eh ben oui, parce que ça existe vraiment des gens comme ça, il y en a énormément, des personnes passionnées. Enfin, faut se rendre compte, encore une fois, tu sais, on repère la logique même d'un système par rapport au bénévolat. Pourquoi le bénévolat il serait gratuit ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? C'est même le contraire. En vrai, c'est totalement le contraire. Le bénévolat, c'est précisément, ce sont des personnes qui, quoi que tu mettes comme argent, ils seront là. Donc, raison de plus pour les mettre bien, parce que comme ça, ils déploieront toute leur passion, tout leur amour, toute leur énergie pour ce qu'ils font de bien. Donc, imagine-toi, voilà, quelqu'un est formé en soins, etc., et apprend que dans le voisinage ou quoi, elle fait une annonce, machin, voilà, elle a les sous, parce qu'elle aussi, elle a effectivement revenu universel, ses fils ont des revenus universels,
Bah, regarde la formule que ça propose. Là. Regarde ce que ça propose. Alors, là, ce que j'ai lu là quand tu me l'as montré, elle doit chaque année justifier, parce que je connais les dossiers MDPH, ouais, c'est ça. Ça s'appelle comme ça, la MDPH. Où en fait, elle doit chaque année justifier qu'ils ont un handicap à vie. Enfin, chaque année. Non, ça n'a pas changé en fait. Limite, t'as envie de te foutre dans la gueule en faisant alors attendez, j'ai une nouvelle incroyable, sachez-le, tenez-vous bien, parce que là vraiment, c'est vraiment surprenant. C'est pareil, ça n'a pas changé. C'est pareil, comme on vous le dit depuis 10 ans. Mais ça, en fait, ça a l'air de rien, mais rien que ça rend fou. Rien que ça, en fait, on pousse les gens dans une sorte d'indignité. Tu sais, c'est un peu le truc de pardon madame, vous pouvez ramper? Ouais, ramper un peu plus même, à genoux. Non, même pas à genoux. Ramper vraiment plus bas. Voilà. Ouais, là, on va vous donner une aide. Voilà, allez, tenez. Et une aide 135 par enfant. Mais vous êtes sérieux? Vous connaissez le coût de la vie. Vous êtes vraiment sérieux? Elle touche 890. Mais en fait, là, elle est morte dans le game, hein, la pauvre. Et elle le dit. Oui, des fois, je mets de côté le loyer. Ben oui. Tu sais, elle paye pas ça. C'est normal. Elle n'a pas de ressources suffisantes. Et la réalité, c'est ça. C'est qu'on arrive à une situation qui est réellement criminelle. C'est criminel quand on met les gens dans une situation où elle ne peut pas faire autrement. Elle peut pas s'amuser à aller dans une carrière, pour être une winneuse. Ouais. Non, elle peut pas ça. Elle peut pas. Donc là, concrètement, vous lui proposez quoi en fin de compte? Vous lui proposez qu'elle abandonne ses gamins? Vous proposez quoi sérieusement? Mais c'est ça en fait. Là, normalement, elle devrait se dire, je vais travailler. Je vais travailler chez McDo. Je vais voir. Oui, je vais travailler à Auchan. Je vais faire la caissière, parce que je toucherai au moins le double de ce que j'ai. Et ça sera bien pour les enfants. Sauf que, je vais faire ça, mais qui s'occupe de mes enfants? Alors, ce sera un auxiliaire de vie ou de je ne sais quoi qu'il faut également payer. Mais on est des grands malades mentaux. Tu te souviens, quand je te disais la dernière fois, et je le répéterai jamais assez, il y a des marchés immoraux. Et si les gens ne le comprennent pas, ça, c'est vraiment c'est dramatique. On mesure la dignité et la grandeur d'une civilisation dans la manière dont elle traite ces personnes les plus vulnérables. Ça, c'est fondamental. Pour moi, il n'y a pas d'autres critères. Il n'y a même pas d'autres critères. La question de la vulnérabilité, des vulnérabilités, la vulnérabilité sociale, la vulnérabilité économique, la vulnérabilité physique, toutes les formes de vulnérabilité, la vulnérabilité cognitive, toutes les formes de vulnérabilité nécessitent et impliquent un engagement de toutes et tous. C'est vital. Sinon, on perd notre dignité en tant qu'être humain. Mais collectivement. Tu vois, quand je te parlais de l'obligation collective, tu vois, comme pour le truc des enterrements, c'est la même chose. En fait, si personne s'en charge, tout le monde est coupable. Et si quelques-uns l'assument correctement, alors c'est bon. Mais ce qui pousse tout le monde à faire ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Merci. Mais comme tu as dit, revenu universel, mais évidemment. Tu vois, oui. Là, on parle de cas concret. C'est très concret. Là, ça vie, elle change réellement si tu fais ça. Ouais, c'est ça. C'est un game changer pour elle. Mais clairement. Écoute, affaire à suivre. On connaît déjà l'issue tant qu'il n'y a pas de... Sauf si Bernard Arnault décide de lui filer un petit bifton. A priori... Ouais, non, elle s'appelle pas Notre-Dame de Paris. C'est vrai, putain, elle abuse elle aussi. Elle devrait changer, elle devrait s'appeler Notre-Dame de Paris. Elle aurait dû être une cathédrale, putain. Ouais. N'importe quoi, celle-là. C'est vrai, hein, elle aurait dû avoir 1000 ans d'existence. Désolé, hein. Faut que tu patientes un petit peu. Attends un petit peu, tu vois. Voilà. Ouais. Encore 1000 années. Encore 1000 années, je pense que là, il va dire, j'ai investir dans... C'est un monument. Voilà. C'est un monument. Alors, petit instant promo pour Juste Debout. Juste Debout, c'est un grand tournoi, événement hip-hop où tu retrouves les meilleurs danseurs du monde qui s'affrontent dans le popping, dans le locking, dans le house dance, dans le hip-hop, le break. Et c'était fait, c'est le fondateur, c'est Bruce Ikanji, que j'embrasse, qui d'ailleurs m'a proposé de venir. Faudrait voir si le 2 mars c'est bon. Ça tombe le 2 mars à l'Accor Hotel Arena. Donc il y aura plein de gens comme les Twins qui sont les ambassadeurs du Juste Debout aussi, le danseur Salif, et j'en passe. Et franchement, je vous invite à aller voir cet événement pour les fans de hip-hop, de danse emblématique là. Et il est très chaud, Bruce Ikanji, parce qu'attention, c'est loin d'être un ancien. Quand il est sur le dance floor, tu te rappelles quand on était à aller voir la haine musicale, et ouais, il était là, et puis au moment ça commence à danser, et le mec il s'est mis ça a fait un cercle, et le gars il est trop fort. Il a plus de 50 balais, mais le gars est très très chaud. Donc voilà, en tout cas je veux
Je veux juste donner un peu de force à cet événement qui revient après plusieurs années d'absence. Juste debout, c'est le 2 mars à la Coronel Arena et Bruce Ikanji qui mène avec une main de maître cet événement qui a pu permettre de voir plein de danseurs ultra internationaux, ultra talentueux éclore. Donc allez-y, prenez vos places. On passe à la petite news HMD, celle qui fait plaisir. Un peu de baume au cœur parce que c'est très compliqué d'en avoir du baume au cœur, on va pas se mentir. En ces temps difficiles. La petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah, c'est par rapport au Super Bowl. Les vêtements du Super Bowl. Alors, Super Bowl, événement, la finale qui conclut le championnat de football américain. Merci Laure Baski. Et donc, au Super Bowl, les vêtements de Kansas City Chiefs, c'est l'équipe qui jouait la finale face aux Philadelphia Eagles, ont été distribués à des personnes dans le besoin. Voilà, un peu partout dans le monde, en Ukraine, en Mongolie, en Géorgie, en Estonie, en Lettonie, après leur défaite. Depuis 10 ans, la NFL fait des dons à ceux dans le besoin. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Et c'est vrai que pour des sports qui ont énormément d'oseille, ce serait stylé si tout le monde faisait ça, putain. Parce que vous vous rendez pas compte, mais les équipes de sport professionnels haut niveau, le nombre de trucs qu'ils jettent, le nombre de dépenses, parce qu'il faut savoir que... non, mais faut pas rêver non plus. En Palestine, par contre, quand tu fais la liste des pays, tu fais regarde, en Mongolie, non, il y a des gens un peu différents. Mais oui, quand tu fais Ukraine, Géorgie, Estonie, Lettonie, tu vois. C'est quoi votre. Il y a une orientation. Une orientation, là, c'est ça. Faut nous montrer là, le maître étalon, là. On veut voir. Ouais. Mais ouais. Donc en fait, ils ont tellement de sable, de trucs. C'est intéressant de se dire que si tous les clubs faisaient ça, putain, ce serait stylé parce que les clubs, chaque année, ils renouvellent tout leur équipement. Je pense par exemple au Paris Saint-Germain, chaque année, tout le staff, pas que les joueurs, on change de maillot et même les tenues d'entraînement, survêt, sur bord côté terrain, tout est changé chaque année. Donc tu te dis, putain, mais ils en font quoi des anciennes tenues? Alors tu vas me dire, les gars, ils les gardent, mais j'en suis sûr qu'il y en a plein, ils se disent, tu leur dis, je le garde pas. Il y en a plein, ils gardent pas, ça se voit. Et donc tu te dis que ça pourrait être bien de pouvoir utiliser tout ça et de les envoyer à des gens qui en ont besoin, ce serait stylé. On passe au Mezzé. J'avoue, c'était pas un HMD ultra HMD non plus. C'est souvent le cas, malheureusement. J'ai fait en mode œil de moumou, là c'est un top paradoxal, Mourad. Alors oui, Théo, c'est un top un peu paradoxal. Là, c'était un peu ça, là. Alors, pour ceux qui ont la ref, qui ont l'habitude de regarder le média, on va commencer par le Sénat qui a rejeté l'indexation des salaires sur l'inflation. Je sais pas pourquoi. Fin 2023, les sénateurs avaient discrètement augmenté leur plafond de dépenses de 700 € par mois pour pallier l'inflation, justement. Voilà. Mais pour les gueux, non. Je crois qu'ils l'avaient demandé, et puis finalement, ça c'était. Et je sais plus si ça avait été voté ou pas. Ah, si. Attends. Je crois qu'ils étaient revenus là-dessus. 700 € par mois. Je crois qu'ils étaient revenus là-dessus après le tollé que ça avait. Ah non, je crois que c'est bon. Attends, je crois que c'est passé. Bah oui. Ça m'aurait vraiment. Ah ouais, si, depuis augmente leurs frais de mandat, de 700 € par mois pour que ça colle avec l'inflation. J'étais persuadé qu'ils étaient revenus là-dessus en mode non, c'est pas décent et tout. Mais en fait, là, je vois que des articles qui disent qu'ils l'ont augmenté, quoi. Je sais pas si cette phrase elle existe au Parlement. Ouais. Le Sénat tente de modérer le choc du budget. Non, c'est ça. Du coup, on enverra un message à la maman des deux jumeaux, des jumeaux là, pour lui dire. Deviens sénatrice. Voilà. En tout cas, t'inquiète pas, les sénateurs ils se mettent bien. Voilà, t'en fais pas trop pour eux. Voilà, si ça peut te rassurer. Si ça peut te rassurer, les sénateurs vivent bien. Voilà, c'est ça. Il y a au moins un peu d'espoir dans ce monde. Voilà, tu vois, tu te plains, mais quelque part, il y a des fleurs qui fleurissent quelque part. Tu vois, voilà. Il y a une douce mélodie qui se joue quelque part. Donc, dans ton malheur, il y a le bonheur d'autres personnes. Ouais. Voilà. Putain, non, mais c'est scandaleux. Je voudrais presque te demander de dire merci. Mais tu sais, j'en parlais avec ma troupe de théâtre. Là, en ce moment, on est en tournée et ils sont tous très politisés. On adore parler de tout ça. Et c'est vrai qu'on se disait, putain, c'est quand même le seul métier au monde où c'est les employés qui décident de leur salaire, quoi.
Je connais pas beaucoup de boîtes où les gars, ils se disent on s'augmente de 700 €. Ouais, chaud. Allez, on s'augmente. C'est cool. On ne demande pas au patron? Bah non, c'est nous. Voilà. C'est génial, ça, quand même. Merci, Vincent. Encore une fois, une énième preuve de l'anarchisme. Ah oui, parce que tu vois le Sénat. En fait, tu le dissous et tu fais le pays comme ça. Tu sais, c'est facile en fait. Hein. Ouais. Tu fais une réunion, une assemblée, tout le monde, tu dis à tout le monde, t'inquiète pas, tout le monde va être là. Hein. On fait une réunion là mercredi à 15h. C'est pourquoi? C'est pour discuter de nos revenus universels. Tu vas voir que tout le monde va être là. Tout le monde va être là. Et tu vas voir que, quelle que soit sa coloration, ah non, je suis d'accord, moi. Ouais, si. Mais toi, t'es pas un droitard à la base. Ouais, mais si, mais je suis quand même très d'accord. Ouais, je suis le fils que tu veux, mais vas-y. Votez. On a dit 2000, hein. Ah non, quand même, 2000, c'est un peu trop. Ouais, mais si, 2000, mais bien sûr. Si. Ouais, mais évidemment. Mais tu vois, non, mais ça marche, hein. T'as vu, ça marche vraiment bien. C'est incroyable, quand même. C'est dingue. Des gens, au même niveau d'égalité, se mettent tous d'accord pour se mettre bien. Ah, c'est drôle, on m'avait dit que ça marchait pas, normalement. Ouais, non, on m'avait dit que c'était le chaos. Ah là, c'est drôle. Comme quoi, tu vois, j'avoue, parce qu'ils sont toutes de bords collés. Ah, bah t'inquiète pas, là. Il y a unanimité. Hein. Ils ont dû applaudir même copieusement pendant 10 minutes. Tu dis là. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ah ouais, je te garantis. Et après, ils ont fait bon, on va à la buvette. Ouais, buvette. Ouais. En plus, ils ont des plats à que dalle. C'est connu, hein. Ils mangent bien connu, et ils payent que dalle. On reste sur le Sénat, comme ils sont en forme en ce moment. Le Sénat adopte une proposition de loi portée par les Républicains visant à interdire le port de signes religieux, notamment le voile, lors des compétitions sportives, y compris au niveau amateur. Et le gouvernement soutient cette initiative. Et ben en fait, voilà quoi, c'est marrant, t'as un gars qui a commenté, Jotaro, qui dit comme ils n'ont ni boulot ni vie décente à proposer aux Français, puisqu'ils vont les dépouiller encore plus, ils leur proposent le racisme et l'islamophobie à bouffer. Oui, c'est très 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 bon commentaire, c'est tout à fait ça. Je pense vraiment qu'on n'a pas grand chose à dire de plus. Enfin, j'ai envie de dire truc, mais quand même, mais c'est tout à fait ça. C'est parfaitement ça, parce que enfin, faut vraiment qu'on soit absolument clair là-dessus. Ceci n'a absolument rien à voir avec la laïcité. Ouais, j'aimerais bien juste ça qu'on le rappelle. Rien du tout. Tu nous le disais d'ailleurs dans un épisode. La laïcité, donc séparation de l'Église et de l'État, ça veut dire que l'État n'a pas à mettre son nez dans les affaires de l'Église, de tout ce qui est de l'ordre du religieux et inversement. Exactement. Voilà. Et concrètement, pour l'illustrer, par rapport à ce que tu dis, fédération sportive quelle qu'elle soit, la fédération sportive n'a pas à imposer une religion. Et, inversement, une religion n'a pas à s'imposer dans la fédération et son fonctionnement. Maintenant, le truc, c'est que, là, ça c'est la première disposition au niveau de l'État. Ça, c'est au niveau de l'État, sachant d'autant plus qu'il y a quelque chose d'ambigu, hein, en fait, hein, parce que c'est du domaine de l'associatif, tu sais, il y a une dimension d'espace privé, hein, en fait, hein, en vrai, dans les trucs sportifs, parce que c'est pas la fonction publique. Hein. Non, c'est ça. C'est pas la fonction publique. C'est des entreprises. C'est pas des gens qui ont fait des concours. Hein. Oui, bien sûr. La Fédération française de football. Ça, c'est d'une. Parce que, regarde, ce qui est grave, c'est qu'il faut quand même bien comprendre, encore une fois, parce que, pardon, c'est un petit peu sur quoi j'ai fait ma thèse, quand même. C'est que l'État paye des aumôniers. L'État paye des aumôniers. Ce sont des religieux qui pratiquent de la religion et qui font du religieux. Et du service religieux dans les éléments de la fonction publique. Et normalement, même dans les écoles, il devrait y avoir des aumôneries. Absolument. C'est précisément dans l'article 2 de la loi de 1905. Enfin, mais là, tu dis ça à Retailleau, ils font sur place. Parce qu'on voit très bien leur démarche. Et d'ailleurs, s'ils le voulaient, s'ils le pouvaient, enfin, ils le veulent, s'ils le pouvaient, ils abrogeraient la loi de 1905. Hein, pour faire quelque chose de beaucoup plus dégueulasse. Mais parce que la loi de 1905, elle est très bien. En vérité, elle est très très bien. Elle était nécessaire. Parce que malheureusement, dans l'histoire récente de la France, l'Église catholique a beaucoup agi en prédatrice. Et elle a fait tout pour avoir les rênes et du pouvoir et de l'éducation. C'est très bien expliqué par Jean Bobéro. Il faut lire tous les livres de Jean Bobéro. Si vous êtes vraiment intéressé sur la question de la laïcité et sa construction en France, il faut lire Bobéro. C'est the expert là-dessus. Après, il y a la sociologie de religion, parce que lui, c'est plutôt un historien. Mais au niveau historique, c'est déjà très, très bien. Vraiment, mais un travail de dingo. Hein. Vraiment, c'est excellent. Donc, concrètement, l'Église catholique avait vraiment une posture prédatrice sur la question religieuse, c'est-à-dire c'était elle qui avait le monopole de l'éducation, de l'école. Hein. Ah oui, jusqu'à la fin du 19e, hein, début 20e. Notre-Dame de Bétarab. Ouais, mais bien sûr, c'est le réseau scolaire le plus étendu, etc. Parce qu'apparemment, des Bétarabes, il y en a dans plein de pays dans le monde. Hein. Non, mais attends. L'institution catholique d'enseignement, c'est un truc de fou. Hein. Va voir aux États-Unis.
Tu sais que même les Américains qui sont pas catholiques, ils mettent leurs gamins dans les écoles catholiques. Ouais. Parce que c'est eux qui ont eu le plus grand prestige et tout. C'est connu aux États-Unis. Et en plus, en reprenant quelques éléments du système français, parce que bah oui, on s'invente pas. Mais tu vois, donc la loi de 1905, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il ne doit plus y avoir cette affirmation de la religion, donc de l'Église, dans les éléments de l'État. Que en fait, c'est surtout ça. Il faut comprendre que c'est une loi de séparation institutionnelle. Voilà, c'est comme on dit, on sépare les États. C'est-à-dire, on sépare l'État de l'Église de l'État français et de l'État républicain. Ça, c'était essentiel. C'était dans une logique d'émancipation. Voilà. Pour pouvoir garantir une neutralité, c'est-à-dire favorable à toutes et tous, quelle que soit sa confession. Ce qui, d'ailleurs, est déroulé par l'ensemble des dispositions de la loi, avec la question des aumôneries. Donc, tu imagines ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça ne voulait absolument pas dire disparition de la religion. Et encore moins disparition d'une religion en particulier. Comme on veut le faire croire aujourd'hui. Parce qu'ils veulent utiliser aussi un peu cette douille en disant ce qu'on a fait aux catholiques, ben on va le faire à vous les musulmans. Tu dis, bah, déjà, vous allez vous calmer parce que c'est pas la même histoire. Ouais. Déjà, on va vraiment bien se détendre. Et de deux, non, c'est qu'en fait, là, encore une fois, on parle de dispositions sur l'institutionnel. Lorsque quelqu'un... Ça veut dire quoi ? Donc, quand on met en place des aumôneries, ça veut dire que dans tous les espaces qu'on considère comme publics intégrés dans la loi de 1905, doivent pouvoir, normalement, garantir l'expression du culte. Parce que c'est même littéralement ce qui est écrit dans l'article 2. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'aumônerie, pour pouvoir permettre le culte. En gros, la loi a disposé que dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les armées et dans les prisons, les usagers et même les agents du service public doivent pouvoir, s'ils le veulent, hein, évidemment, s'ils le veulent, c'est ça le plus important, s'ils le veulent, liberté, rendre leur culte, tranquillement. Et s'il y a des problématiques sur la question horaire, aménagement d'espace, etc., parce que comme je l'ai étudié, et beaucoup d'autres avant moi l'ont étudié sur la prison ou l'armée, parce que l'armée, tu crois que c'est pas strict, c'est pas réglo, c'est vachement réglo, hein, mais t'inquiète pas, tout se goupille très 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 bien. Et en plus, il y a tous les cultes qui sont reconnus, qui sont présents dans l'armée, et ils sont payés par l'État. C'est l'État qui paye, hein. C'est pas les églises. Hein. C'est l'État qui paye. Donc, encore une fois, si vous voulez réellement raboter la loi de 1905, il va falloir l'assumer. C'est grave, mais il va falloir l'assumer. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous allez sucrer tout ce que l'État donne aux aumôniers catholiques, parce qu'ils sont nombreux, hein, ils sont super nombreux, hein. C'est une grosse armée, hein. Tu vas voir qu'ils vont pas être contents, les catholiques. Hein. Mais concrètement, le truc c'est quoi ? C'est que, en réalité, donc là, tu as vu, dans les institutions, or là, on parle de sport. Enfin, on est ce qu'on appelle, on est pas un seul cran, on est beaucoup de crans au-dessous. Ouais, c'est clair. Donc concrètement, si des footballeurs ou des footballeuses veulent pratiquer leur culte, ils ne devraient avoir aucun obstacle. Mais bien entendu, on discute en bonne intelligence. Voilà. Oui, on a des épreuves sportives, on va pas commencer à faire n'importe quoi, mais évidemment, mais c'est comme tout espace organisé, comme disait Anselm Strauss, tout ordre négocié, c'est évident. En revanche, et ensuite, pour la question des signes religieux, tu fais, ouais, comment ? C'est quoi ton... Et après, ils disent tous au nom de la neutralité. Bah non, en fait, il n'y a rien, mais il n'y a rien dans la loi, hein. Il n'y a rien dans la loi de 1905 qui parle de neutralité, hein, d'obligation de neutralité. Ils font référence à une jurisprudence liée à l'école. Jurisprudence de 1989, hein, avec l'avis du Conseil d'État. Mais jurisprudence qui est d'ailleurs beaucoup plus ouverte qu'on le croit. Hein, après, il n'y a pas une autre loi qui a été votée dans les années 2000 pour le lycée. Pour le lycée. D'ailleurs, c'est pour le... Attends, c'est pour le secondaire, mais parce que, oui, je pense qu'elle s'applique également... En gros, elle s'applique pour le primaire et le secondaire, ouais. Bon, c'est bizarre pour le primaire, mais il me semble que c'est pour le primaire et le secondaire, exactement. Mais bon, loi limite, hein. Ouais. Loi très très limite, et même beaucoup d'enseignants l'ont vu. Limite, très 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 limite. Et au niveau constitutionnel, très 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 limite. Merci Edfield. Parce que 2004, la loi de 2004. Oui, voilà, le fait d'avoir, de toute façon, c'était lié à une pression. C'est une construction réellement ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on appelle réellement de l'islamophobie institutionnelle. Parce que c'est à partir de ce moment-là, en fait, on part d'un phénomène, on en fait un problème d'État. Alors que c'est walou, hein, c'est rien du tout. Ce n'est vraiment rien du tout. Le truc, c'est que t'as des filles qui veulent porter un couvre-chef. Soit t'avais la disposition qui interdisait les couvre-chefs, donc tu fais des aménagements. Voilà. Avec des discussions. Et puis il y avait des discussions. Hein. Il y avait des établissements. Il y avait des établissements qui étaient raides et d'autres établissements qui ont fait des discussions. Même avec les familles qui ont dit
oui, d'accord, elle porte, ok, on a compris, et tout ça. Bah oui, c'est sa liberté. Hein. Mais, alors à l'école, non. Et c'est pas dramatique. Même des théologiens ont essayé de répondre pour rassurer aussi des familles en disant non, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est l'école, c'est bon, c'est plus important l'école que cet élément, un élément cultuel qui n'est pas fondamental dans l'absolu, etc. Bref. Ensuite, tu as la deuxième étape, c'est le fait que certains ont même dit que regarde à la fac, ça pose pas de problème. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu attaquer la fac. Ouais, c'est vrai. Parce que le vrai principe, et c'est ça qu'on avait dans la jurisprudence, comme je te disais, avant cette loi-là, c'est que la neutralité implicite ou sous-entendue de la loi de 1905 n'implique pas les usagers du service public. Ça peut se concevoir pour les agents, donc les profs, les chefs d'établissement, etc., les équipes pédagogiques. C'était ça l'idée, mais pas les usagers. Parce que les usagers ne représentent pas l'État. Tout simplement. Et normalement, ils sont donc soumis au principe constitutionnel, donc qui lui prévaut tout, liberté. Sauf réglementation qui peut respecter la Constitution. Enfin, voilà, tu vois. Mais encore une fois, si on veut à chaque fois revenir sur invoquer la loi de 1905, tu dis, alors du coup, ça veut dire quoi ? Expliquez-moi, là. L'article 2, il dit qu'on peut faire le culte dans l'école, dans les hôpitaux et et on le fait dans l'armée, on le fait d'ailleurs à l'hôpital aussi, et dans les prisons. Aujourd'hui, ok, on a compris, c'est mort pour l'école. Ok. Mais pourtant, la loi l'autorise, hein. La loi l'autorise totalement. Hein. Donc on aurait le droit d'avoir une salle pour prier. Mais elle le dispose. Elle dit même que ça se finance par l'État afin de garantir le libre accès au culte. Ah, alors, elle est où la neutralité ? Donc en fait, elle était plutôt bien foutue, la loi. Mais bien sûr, mais franchement, ouais. Elle prévoyait même quelque chose d'assez fort parce que c'était pas simple. D'ailleurs, il y avait grand problème et des beaux travaux ont été faits là-dessus. Étrangement, elle n'a pas été appliquée en Algérie, tu vois, alors qu'elle était encore en territoire français. Ah, c'est drôle ça, hein. Et c'est pour ça que tu comprends que c'est très sérieux quand on parle réellement à ce moment-là d'islamophobie institutionnelle. Ouais, bah là, clairement. Tu vois, d'État. C'est-à-dire que, en fait, on continue de percevoir, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la composante musulmane, l'islamité, comme étant une donnée coloniale qui est traitée en ennemi. Et donc, en fait, on veut neutraliser sa visibilité comme on neutralise la visibilité de l'indigène. Ouais, non, ça... Et d'ailleurs, le texte prévoit aussi d'interdire l'utilisation d'équipements sportifs publics pour des pratiques religieuses. C'est impose au règlement des piscines de prohiber certaines tenues au nom de la neutralité des services publics. C'est scandaleux de fou. Et tu sais à quoi il s'attaque là par contre ? Parce que très souvent, comme il n'y a pas de mosquée, ça va dans des salles de grandes mosquées suffisamment grandes pour éviter que les gens prient dans la rue. Oui. Ah tiens, justement, les municipalités ont intelligemment trouvé une solution, des gymnases. Et ça, c'est inoccupé, c'est grand, c'est un espace vide qui permet justement, parce que ça demande pas trop de grosse logistique, le culte musulman, vraiment. Ouais. Donc un gymnase, tranquille, pas de prière dans la rue. Souvent, il y a un parking suffisant aussi pour ça. Tranquille. Évidemment, on peut pas faire ça tout le temps. Donc on fait ça souvent pour les grandes fêtes. Pour l'Aïd. Exactement. Tranquille. Et là, ils ont dit que le texte prévoit ça. Il a été adopté, le texte par le Sénat, ouais. Oui, il a été adopté, ouais, voilà. Et ben voilà, tu vas voir les municipalités, comment ça va se passer, c'est super. Et après, on va avoir des scènes de prière dans la rue, et c'est parti. C'est parti, tu vas voir. Et on va relancer le débat. On va voir toute les nostalgiques du Troisième Reich qui vont venir, qui vont commencer à nous dire alors, voilà, on a dit l'islamisme rampant et tout partout. Ouais, voilà. C'est dingue. C'est intéressant comment. Ouais, non, c'est dingue. J'aurais pu le mettre en HMD. C8 n'a pas été renouvelé sur l'Arcom, par l'Arcom, et le Conseil d'État a tranché. Donc C8 et Énergie 12 ne seront pas renouvelés. Honte pour la liberté d'expression, c'est ce que crient tous les politiques de droite et de l'extrême centre. Je vous invite d'ailleurs à lire, je dis pas extrême centre de façon anodine, je vous invite à aller checker la vidéo sur le média de Johan Chapoutot qui a été invité et qui a fait une vidéo qui s'intitule merde, je l'ai plus, qui s'intitule Comment l'extrême centre a mis Hitler au pouvoir. Alors là, tu peux pas faire plus dans la lignée de ce que tu disais. Comment l'extrême centre a mis Hitler au pouvoir. C'est le livre de qui ? C'est la vidéo de Johan Chapoutot dans le média. C'est une vidéo d'1 heure, il explique tout ça. Trop content. Franchement, il valide la thèse d'Hamza là sur l'extrême centre. C'était le sujet d'un. Ah ouais, non. C'est le Guat, c'est le meilleur Chapoutot en plus. Vraiment, il est archi bon. Donc trop bien. Il est ça fait plaisir. Pointu. Tu vois, c'est bien. Donc tu vois, on n'est pas fou. Non.
Quand on parle d'extrême centre, machin. Non, c'est bon. Et donc bientôt, il va saisir. Je sais qu'il va avoir ça va être difficile. Il va griller, il va capter que Macron va se représenter et qu'il va à nouveau être président. Et ben ça, on va en parler après dans le sujet principal. Donc, honte pour la liberté d'expression. Je tenais juste à rappeler que Cébit a été condamné moult fois, parce que j'ai vu pas mal de gens que je connaissais poster en disant c'est une honte pour les gens. Alors, je vous explique, l'Arcom, elle donne gratuitement des fréquences. C'est des CDD de plusieurs années. Ouais. Et ils ont juste pas renouvelé le CDD. Ils ont pas censuré. Ils ont pas renouvelé le CDD. Les gens disent liberté d'expression, etc. Citez-moi une autre chaîne sur de la TNT qui a été condamnée à verser en cumulé presque 7 millions d'euros. Ah, non. Pardon ? Non, il n'y a pas. Donc, en fait, à un moment, il faut arrêter de ce truc de liberté d'expression, machin. Non, on parle d'une chaîne où il y a une émission qui a été très problématique, où c'était de l'incitation à la haine, où c'était de l'humiliation. Et Géraldine Maillet en est le triste exemple. Gilles Verdez, j'en parle pas. Même Thomas Guénolé, etc. Et j'en passe. Donc, en fait, il y a eu non-stop des limites qui ont été franchies. On te renouvelle pas, commence pas à faire bluff, liberté d'expression, etc. Tu dis de la merde et t'as été condamné plusieurs fois pour ça. Et donc, on te renouvelle pas et tu fais vous faites tous les gens outrés. Ben, allez vous faire foutre. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez vous faire foutre. Ah, il me dégoûte. Franchement, je comprends pas de ce que vous prenez comme liberté d'expression. Si c'est la liberté de pouvoir taper sur une communauté plus qu'une autre, bah, ça s'appelle pas de la liberté d'expression, quoi. Vraiment, allez vous faire foutre. Et pour rester dans le thème, C8, la réunion des racistes a eu lieu où toutes les extrêmes droites mondiales ont été réunies. Ça doit être sympa. Ça s'appelle le CPAC. Comme les PAC, ok. C'est comme les PAC. Ça doit être très sympa. Alors, le CPAC, c'est où ? Tiens, je vais regarder juste. C'est du mercredi 19 février au 22 février. Putain, là, allez-y, il reste encore un jour. Conservative Political Action Conference. Et, conservative, ouais. Et là, c'était dans quelle ville, le CPAC ? Je regarde. Elle a lieu chaque année aux États-Unis et rassemble jusqu'à 10 000 participants. D'accord. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a une erreur de la part d'un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle, et de Huffington Post d'ailleurs, et de Mr. Propaganda qui a relayé une mauvaise info. En fait, il y a Steve Bannon qui a ouvert la conférence. Tu sais, c'est un des conseillers de Trump. Ouais. Steve Bannon a ouvert la grande conférence des extrêmes droites mondiales avec un salut romain. Romain avec un mon cœur va vers vous. Là, lui, par contre, il a pas pris le soin de dire mon cœur va vers vous, il l'a juste fait. C'est-à-dire qu'il parle et après d'un coup, pop, off. Normal. Ça y est, quoi, tu vois. Genre, tranquille, on vous dérange pas, comme dirait l'autre. Ça va, on vous dérange pas. Jordan Bardella devait s'y rendre, mais il avait piscine. Et quand il a vu ça, il a préservé. Voilà, il annule son discours au Congrès conservateur à Washington après un geste nazi de Bannon. Bravo Jordan. Mais c'est un truc de ouf, hein. Franchement, je suis choqué. Voilà, et ça va être comme ça tout le temps. Hein. Et alors, c'est trop marrant sur X. Tu vois, j'ai des potes qui m'ont envoyé ça. Sur X, il y a une note, tu sais, parfois maintenant, sur du contenu qui peut être problématique, il y a une espèce de note d'intention, attention aussi, machin. Note suggérant le contexte affiché avec le post. Donc là, on voit le salut nazi de Steve Bannon, et en dessous, il y a écrit Steve Bannon est un défenseur acharné d'Israël, ce qui disqualifie toute qualification de nazisme le concernant. Ah, d'accord. Et en dessous, il y a un lien de Event4 News pour justement prouver que... Ah, bah c'est bon. Ah, bah voilà. Cette note est-elle utile ? Oui, en partie. Non. Après, c'était ça la carte d'immunité que n'avaient pas les nazis. Et bah, ils n'avaient pas X, ils n'avaient pas... Non, il fallait qu'ils soutiennent Israël. Ah oui. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs au passage. Ah ouais. Ouais, ils ont soutenu le projet sioniste, mais bon, ça c'est pas. Apparemment, ça c'est beaucoup ne lisent pas l'histoire. Hein. Bah oui. Ah oui. Encore une fois, le daron de Netanyahou et le pote du daron de Netanyahou, qu'on appelle des sionistes révisionnistes, ils n'ont pas fui l'Allemagne. Hein. Ils travaillaient au bureau des affaires sionistes à Berlin, sous le patronage d'un commandant SS. Hein. Ah ouais. C'est gênant un peu tout ça. Hein. C'est un peu gênant. Hein. Ouais. Quand même. Hein. Mais entre colons, on s'entend très bien. C'est jamais un souci. Hein. Oui, c'est ça.
Et c'est pour ça que les gens aussi ont du mal à comprendre que le sionisme porte en lui de l'antisémitisme, forcément. Bah, parce que tu peux... en fait, les gens veulent prêter la confusion, mais effectivement, oui, on le voit en France, en fait, depuis le 7 octobre. Nos partis d'extrême droite sont très sionistes. Israël a le droit de se défendre, machin, mais ma main a coupé que c'est pas sur eux qu'il va falloir compter pour défendre les Juifs. Mais il y a énormément enfin, j'ai ma main coupée, mais il y a énormément de témoignages très sérieux, documentés, médiatiquement et sociologiquement, de personnes, soit de personnes infiltrées, soit de personnes repenties des partis d'extrême droite, qui te disent ça glace le sang. Elle dit, je savais qu'il y avait un truc chelou à la base, même quand je m'étais engagé, mais ce que j'ai entendu, et elle dit même, évidemment sur les musulmans, mais elle dit, et sur les juifs, elle dit c'est chaud. Et les gens, ils parlent de trucs, c'est physique. Hein. Vraiment, c'est de vrais nostalgiques du Troisième Reich, avec une vision, mais des plus horribles. Donc ça, c'est comme on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein. Si les gens se retrouvent dans un espace comme ça et disent des choses comme ça, c'est que c'est l'ambiance du moment. Donc évidemment, on ne le dit pas publiquement, mais voilà les légions là que ça prépare. Ouais, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Et pour rester vite fait dans le thème avant d'attaquer le no comment, déjà, Donald Trump, du coup, on parlait de Steve Bannon, Donald Trump a déclaré, ça devait être un no comment, je me suis permis de le sortir du no comment. Donald Trump a déclaré que Volodymyr Zelensky est un dictateur sans élection qui a fait un travail terrible. Et c'est trop marrant parce que, en fait, là, Donald Trump, drôle, il vient de niquer tout le narratif créé par les Occidentaux, où ils pensaient qu'il y avait un camp bien distinct. On est pro-USA, pro-israélien, pro-Ukraine, contre la Russie. C'est ça. Et lui, il arrive en vieux fou sénile, et il te dit non, c'est Zelensky, c'est de la merde. Et là, tu vois tous les droits tardés, pro-Ukraine, pro-sionistes, tout ce qui sont genre... AVC. Alors attends, comment ça se passe là? Parce que je croyais que nous, on était dans le bon camp. Trop drôle. Ouais, et je trouve ça, voilà. Alors, ça reste un personnage odieux, mais je trouve ça très drôle que... tous. De toute façon, il n'y en a pas un qui est cool. Mais parce que c'est vrai, Zelensky, c'est un pauvre clown minable qui a même le minimum requis d'un charisme pour tous ceux qui croient au charisme au niveau politique, il l'a même pas. C'est un acteur et un comédien raté qui fait le cosplay d'homme de guerre pour la résistance de son peuple. Son peuple, il résistait très bien avant lui, pendant lui et après lui. C'est ça aussi. Tu vois, encore une fois, la même chose. Je ne ferai jamais l'erreur de confondre un dirigeant minable comme lui avec son peuple. Comme je ne confondrai jamais la France avec Macron. Voilà. Des fois, il faut le rappeler parce que je crois que les gens ils ont du mal. Mais donc encore une fois, mais voilà. Donc et quand il dit dictateur sans élection, oui, mais bien sûr. Mais parce que c'est pas une démocratie, l'Ukraine. Faut arrêter de dire des conneries. Hein. J'ai connu d'assez près des militantes et militants ukrainiens justement pour qu'elles se démocratisent. Il y a eu une phase, le fameux printemps d'Ukraine qui a lieu justement. Ça avait commencé en 2003, etc. Ah, mais c'était très 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 difficile. Hein. Précisément parce qu'en réalité, l'Ukraine est attaquée de plein fouet par deux types d'influences. L'influence russe, évidemment, surtout par sa frange Est, justement, et l'influence américaine. Hein. Ce qui en fait, et il y a de nombreux pays, tu sais qu'il y a de nombreux pays comme ça. Des pays arabes, des pays africains, des pays d'Asie, même des pays d'Amérique latine qui sont pris dans des phénomènes de corruption où, en fait, il y a un affrontement extérieur de deux puissances ou de deux groupes de puissances dans le pays. Ce qui fait qu'à la fin, bilan, dictature ou, dans le meilleur des cas, corruption généralisée. Ah ouais, tu vois, mais c'est pour ça. C'est ça qu'il faut voir. On a plein d'exemples là-dessus. D'ailleurs, là, on assistera très bientôt, je pense. Quand je dis bientôt, je peux pas dire combien de mois, mais il va y avoir du mouvement en Égypte parce que l'Égypte maintenant se sent totalement tiraillée. Et la politique de Trump ne correspond pas du tout à ce qui était attendu pour la situation nationale égyptienne. Et comme là, sa position n'est plus du tout tenable face à justement la problématique israélienne, là, en fait, ça va créer une sorte de grosse dissonance qui, je pense, va normalement provoquer quelque chose. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais? Ouais. Normalement, si ça provoque quelque chose, c'est bien. Faut que ça bouge, parce que la mort, c'est pas bon. Ça, c'est bien vu. Belle conclusion. Ouais. On passe au no comment. Vous connaissez les règles. Le no comment, je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter, juste des emojis pour celles et ceux qui nous suivent là sur Twitch. Et puis c'est parti. En fait, c'est parti. Hop, je passe le chat en emoji only. Alors, premier no comment.
EDF annonce ce vendredi un bénéfice net record de 11,4 milliards d'euros en 2024, en hausse de 13,8% sur un an. C'est un no comment, hein. Une députée républicaine a proposé une loi pour que l'anniversaire de Donald Trump devienne un jour férié. Et enfin, les enfants pourraient être sensibilisés aux armes à feu dès la maternelle dans l'Utah, aux États-Unis, après un projet de loi voté. Ok. On va passer au thème du jour. Le thème du jour, il n'était pas au courant, Hamza, il l'a appris là quand je lui en ai parlé juste avant de commencer, mais Cyril Hanouna, beaucoup de médias relatent le fait qu'il souhaiterait déjà commencer, enfin qu'il commencerait déjà à aller chercher ses 500 signatures pour se présenter en 2027. On en avait parlé en plus, non ? On en avait déjà parlé. Évoqué, hein. On avait déjà évoqué. Tu sens que voilà, je pense que là, aujourd'hui, tu sais, il comptait aller aussi dîner justement avec Trump dans un truc où bon, c'est toi qui tu dois payer. Hein, tu dois payer. En fait, tu peux faire partie des gens qui vont dîner avec lui pendant justement là le congrès. Donc ça, c'est un gros billet que tu dois lâcher. Et, tu dînes avec lui. Mais dans la communication, il faisait trop genre, il a été invité. Enfin bref. Et donc là, le gars, apparemment, il serait capable de les avoir, dit Cécile, les 500. Oui, bien sûr. Ouais. Bien C'est sûr, possible oui, parce que, a priori, il va rester dans le groupe Canal. A priori, sa émission va migrer. Voilà. Et il va migrer sur ses stars. Et donc, il a l'appareil médiatique. Alors, est-ce que ça ira au bout ? Je pense pas. On en parlait tout à l'heure avec Gaël. Au bout, élu président. Ah oui, non, quand même. Non. Voilà, Gaël me disait ça, c'est impossible. Enfin, impossible, non, mais pas maintenant. Alors, il y en a qui disent 2037, je suis sûr, pour Hanouna. Mais il faudrait qu'il soit là souvent. En fait, il ne faut pas qu'il fasse un one-shot. C'est-à-dire qu'il faut qu'il tente. 2027, il l'aura pas. Mais que, par contre, il truste le paysage politique non-stop pour qu'au bout d'un moment, tu t'habitues à te dire que tu pourrais l'envisager. Le logique... Ce que Zemmour n'a pas fait, par exemple. Oui, non, mais oui, tout à fait. C'est très juste ce que tu viens de dire. Disons que, en fait, si on essaie de... comparaison n'est pas raison, mais si on essaie un petit peu de faire des comparaisons, de faire de l'analogie, mine de rien, Zelensky, il arrive comment ? Il arrive, en vrai, à une Ukraine en bout de souffle, parce qu'il y avait énormément de personnes très compétentes, très instruites, etc., parce qu'il y a des trucs de ouf, hein, tu sais, qu'il y avait même un leader ukrainien qui était empoisonné et tout. Pas possible. Non, mais c'est un truc de ouf, vraiment. De ça, mais tu sais qu'il y avait vraiment il y avait une vraie fight. Je le fais un peu rapidement parce que l'histoire de l'Ukraine est très intéressante et complexe, mais il y avait une vraie fight réellement entre des forces politiques qui étaient démocrates, etc., et parfois souvent justement noyautées par le on va dire un lobbying occidental voire américain. Mais il y en a certains qui essaient de s'en détacher également. Et le problème, c'était le problème en Ukraine, c'est que toutes les personnes qui voulaient éviter ces deux tendances, donc les tendances russes et la tendance libérale américaine, en fait ils sont dans un dilemme maudit, ils peuvent rien faire. T'imagines, c'est-à-dire qu'ils ont le soutien de personne et ils sont attaqués même par deux fronts. C'est terrible, hein. C'est pour ça que l'Ukraine a été malheureusement et inévitablement écartelée. Et ça a permis une déliquescence du champ politique ukrainien. Parce qu'encore une fois, même la jeunesse ukrainienne faisait partie d'une des jeunesses les plus conscientisées au niveau politique du monde européen. Hein. C'est un vrai truc de fou, vraiment. Il y a énormément d'Ukrainiens qui venaient étudier dans le reste de l'Europe, en particulier en France. J'en ai pu en croiser et tout. Vraiment, c'est très intéressant. On le voit avec... parce que tu as vu, il y a eu un docu qui est passé sur Netflix qui parlait justement d'une des mobilisations, parce qu'une des nombreuses mobilisations en Ukraine contre le pouvoir corrompu. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que le documentaire est super bien fait.
Alors que c'est en plein événement. Donc tu te dis, il y avait des sous quand même. Ouais. Et les sous, c'est States en fait, tu vois. Et tu le vois, il y a même un appui de l'église, de l'église, en fait, de l'église qui n'est pas justement affiliée au régime russe, etc. Enfin bref, c'est complexe. Hein. C'est une pelote assez complexe, l'Ukraine, parce que c'est un immense pays, une population elle-même complexe, qui n'est pas monolithique, etc. Tu vois. Mais bref, tout ça pour revenir sur Hanouna, c'est que lui, le scénario crédible, c'est qu'il arrive dans une France à bout de souffle. Là, je parle encore pour le pouvoir, hein, qui prennent le pouvoir. C'est que là, en fait, c'est fini. Les institutions, elles ont été complètement corrodées. Ouais. Elles sont détruites de partout. Et donc là, en fait, après de bons et loyaux services démoniaques de Macron, parce que voilà, moi j'ai l'hypothèse, j'ai l'intuition que lui, c'est même parti pour 5 mandats en tout. Donc, en gros... ouais, là, ça y est, t'es passé de 3 à 5. Ah ouais. Oui, parce que c'est le principe de pas d'élection. Moi, je reste sur la prophétie de Todd. Moi, j'ai peut-être une fiction à vous lire de Khalil, un pote, le polytaquin sur Instagram. Il connaît bien. Il a écrit une fiction en story et je me suis permis de la screener, Frangin, parce que je trouve qu'elle prête à explication. Et à commentaires et à débat. Le point de départ de sa fiction, c'est une réalité... le maréchal Ferrand. L'Assemblée nationale et le Sénat confirment la nomination du macroniste Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel à une voix près. Oui, c'est ça, c'est le cas. Hein. Ouais, ça, pour rappel, le RN s'est abstenu de vote pour qu'il puisse être élu. Voilà. Et le Conseil constitutionnel doit, comme par hasard, bientôt trancher la question de l'exécution de l'inéligibilité requise contre Marine Le Pen. Exact, c'est vrai. Qu'ils vont évidemment lui donner. Et de là... money is money. Et il a imaginé un scénar, le Kelly. Alors, imaginez le scénario. On est le 8 mars 2025. Richard Ferrand s'installe officiellement au Conseil constitutionnel. Derrière les dorures de la République, le verrouillage institutionnel s'achève. Son élection à une voix a fait grincer quelques dents, mais l'essentiel est acquis. Le dernier rempart du droit est désormais sous contrôle. 31 mars 2025, le coup près tombe. Marine Le Pen est condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Un tremblement politique, pas vraiment. Dès l'annonce, la présidente du RN garde son calme. Son plan est déjà en marche. Elle conteste la décision devant le Conseil constitutionnel. Dans les couloirs feutrés de la rue Montpensier, l'ambiance est étrange. Certains membres du Conseil savent que le dossier est explosif, mais Ferrand, lui, reste serein. Après tout, le RN ne s'est pas opposé à son arrivée. Un geste en appelle un autre. Ça c'est la base. Enfin, je veux dire, c'est plus que factuel de dire ça. Hein. Ouais. Dans les débats internes sont une formalité. Derrière les apparences de rigueur juridique, le verdict est écrit d'avance. Dans une décision argumentée mais prévisible, le Conseil invalide la condamnation de Marine Le Pen au nom d'un vice de procédure habilement trouvé. L'inéligibilité est effacée. Dans les médias, quelques éditorialistes s'indignent brièvement, mais au fond, la mécanique est huilée depuis longtemps. Oui. Centre, RN, PS, chacun a trouvé son intérêt dans ce grand marchandage institutionnel. Le verrouillage est total. Oui. Et voici le premier dossier que le nouveau président du Conseil aura à traiter. Et ça, c'est par contre, ça c'est Public Sénat qui l'informe. L'un des dossiers sur la table des sages sera sur l'implication politique, l'avenir de Marine Le Pen. Donc vous avez compris, tu vois déjà ça va dans son sens, comme par hasard. C'est son premier dossier. Et beau, là, hein. Premier acte, le verrouillage du 8 mars. Ah oui. Là, il passe sur un autre scénario. Richard Ferrand prend officiellement la présidence du Conseil constitutionnel. Avec lui à la tête de l'institution, la majorité présidentielle sait qu'elle peut aller plus loin. Dans les coulisses, le Macron observe. Il sait que le prochain coup sera le plus audacieux de la Ve République. Deuxième acte, la chute programmée. Marine Le Pen est condamnée. Alors ça, il reprend. La décision tombe comme un coup près. Un choc pour certains, une aubaine pour d'autres. Sans elle, l'opposition est affaiblie, fragmentée. Elle conteste immédiatement devant le Conseil constitutionnel. Ferrand prend son temps, fait mine d'étudier la question. Pendant ce temps, la discussion secrète continue. Et le troisième acte, pour lui, ce serait le renversement, mai 2026. Le Conseil constitutionnel invalide la condamnation de Marine Le Pen pour vice de procédure. L'extrême droite exulte, criant à la victoire contre la persécution judiciaire comme d'habitude. En échange, le RN ne bougera pas d'un pouce face au véritable projet qui se met en place, un troisième mandat pour Emmanuel Macron. Évidemment. Quatrième acte, le coup d'État institutionnel. Les débats s'éternisent sur la révision constitutionnelle. L'article 6 de la Constitution qui interdit plus de 2 mandats consécutifs devient un enjeu brûlant. L'Assemblée et le Sénat sont verrouillés, les alliances improbables se forment. Ferrand et le Conseil constitutionnel finissent par valider l'interprétation. L'esprit de la République commande la continuité de l'État en période de crise majeure. Macron annonce officiellement sa candidature pour un 3e mandat. 5e acte, la République confisquée, été 2027. Les opposants crient au coup de force, mais l'appareil médiatique tourne à plein régime pour légitimer l'événement.
Le PS et LR, silencieux, se contentent d'exister. Le RN complice préfère attendre son heure. L'élection présidentielle a lieu et Macron est réélu. Le verrouillage est total, la Constitution, un simple outil malléable entre de bonnes mains. Et enfin, là, il poste, et c'est sa dernière story, un article de Public Sénat qui dit « Le Sénat adopte une résolution pour introduire la proportionnelle aux élections législatives. Et s'ils veulent être sûrs du 3e mandat, moi j'aurais rajouté cette discussion qui donnera la majorité absolue à l'arnaque à l'Assemblée, en mettant RN en majuscule, à l'Assemblée si une dissolution est décidée, puisque qu'ils ont le nombre de votants le plus élevé. » Tout simplement. Crédible ou non, pas, mais, son Sénat. Mais à 10 000%. Ah bah bravo. Il est archi. Je crois que dans le chat, mais évidemment. Ça valide aussi. Mais évidemment. Non mais c'est cousu de fil blanc. Ouais. Faut vraiment être dans le déni pour pas voir ça, pour pas le comprendre. Ce qui est génial, c'est que là, il a pu faire ce scénario parce que il a vu, comme nous on a vu, là cette nomination de Ferrand. Ouais. Mais tu t'apprécieras que voilà, moi ça fait un petit moment que je le dis et pour moi le big boss, Todd, le mec c'est au printemps 2017 avant l'élection. Il te dit ça. Parce que, regarde, il dit pas il fera 3 mandats ou ça sera la merde. Il te dit, Macron, si c'est Macron qui est élu, il n'y aura plus d'élection. Il n'y aura plus d'élection en France. Il dit ça. Hein. Et quand on dit ça en France, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Hein. Voilà, c'est ça que ça signifie. Donc, pour moi, le truc logique en termes d'essoufflement de système, c'est qu'en gros, il va continuer au maximum. Et je suppose que le maximum, ça sera 5 mandats en tout. Parce qu'en termes de timing, c'est assez long. Pourquoi ? Parce que c'est simple, hein, c'est le principe de la corrosion. C'est que, vu tout ce qu'il fait et ce qu'on est déjà en train de constater comme effet corrosif, bah, au terme de... Parce que t'imagines, hein, c'est donc dans 15 ans, un peu plus de 15 ans, le pays sera suffisamment entamé. Et l'extrême droite, vous pensez que ça va être comment ? Enfin, je vais faire l'extrême droite, en gros, c'est bien au pouvoir. Parce que là tu te rends compte qu'en fait, là, il co-gouverne. Ouais. Mais on n'a même pas besoin de faire du complot, là. C'est passe des... hop, à toi la balle. Ouais. Au final, est-ce que tu as besoin d'avoir le poste de président ? C'est même plus coûteux d'avoir le poste de président. Hein. Ouais, parce que t'es une tête... Et c'est plus chiant, c'est même plus chiant d'avoir le gouvernement. Alors que si tu peux, toi, tu mets gentiment une pression pour aller dans une loi. Et vous pouvez faire une loi contre les musulmans ? Ouais, très bien, vous voulez quoi ? Déjà pour le sport, on va commencer avec le sport. Commençons petit à petit. Ensuite, on fera pour l'école. Ensuite, on fera aussi... Ah oui, pour les étrangers, c'est ça ? Ouais, le mariage, machin, des étrangers, ça donnera pas la nationalité. Ah, voilà. On continue. Et en fait, ils sont en train de faire toutes les lois, non seulement du RN, mais même de Zemmour. Bon, donc à la fin... Et encore une fois, tu as encore des gens, je sais pas ce qui se passe, ce qu'ils ont au niveau de leur cerveau, qui disent le RN est aux portes du pouvoir, il va falloir faire blocage. Mais vous êtes fous, hein. Vous êtes complètement ravagés, franchement. Et donc, fatigant. Tu vois, là, le scénar, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il va continuer dans un épuisement. Encore une fois, c'est d'ailleurs tout le problème de la monarchie présidentielle qu'est la Ve République. Macron est trop jeune. Il a pris le pouvoir beaucoup trop jeune. Il avait 39 ans. Donc, c'est logique, en fait. Il y a une sorte de logique qui fait que... Mais évidemment qu'il va aller, pour moi, c'est TGV, hein, il va aller 5 mandats en tout. Pourquoi 5 seulement ? Ah oui, seulement. Hein. Parce qu'au but de Brigitte, au bout d'un moment... oui, déjà, il a un intérêt. Mais surtout, on se retrouvera dans une situation où l'État sera tellement déliquescent que là, des scénars du type un Hanouna ou un équivalent ou un Bardella, machin, là, ça deviendra... En fait, ça passera parce que ça y est, en fait, c'est fini. Le président ne veut plus rien dire. Un gouvernement ne veut plus rien dire. On est officiellement dans un règne d'oligarchie complètement désabusé. Parce que, en fait, il faut se rendre compte, ça a déjà commencé, là. Donc, dites-vous que là, c'est juste les préliminaires, hein, pardon, mais littéralement. Mais là, vous verrez qu'à un moment donné, ils vont vraiment se lâcher, parce que on appelle en Russie des oligarques ce que nous, on appelle des milliardaires ici. Mais c'est des oligarques, hein. C'est des oligarques, ça, on l'a déjà dit. Donc, ils vont être débridés, très tranquilles. Et là, en fait, l'État va être complètement déliquescent. Les tarés vont être en roue libre dans le pays, faire des choses qui vont être graves, ce qui va amener une situation très, très, très étouffante et même très malsaine dans le pays. Ça va être compliqué, encore une fois. Quand je dis tout ça, là, ça, c'est ce qu'on appelle un scénario qui suit une sorte de cohérence logique d'action-réaction. OK ? Premièrement, c'est pas de la prophétie. Je connais pas l'avenir. Deuxièmement, même si c'est rigoureux, je trouve que c'est rigoureux, mais même si c'est le plus rigoureux du monde, le plus factuel du monde, ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas censé non plus se passer totalement comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de nombreuses occasions d'ici là
pour que beaucoup de choses déjouent ce système. Ça veut dire quoi ? Ça veut surtout dire une chose, c'est que si les gens continuent d'être dans le déni de ce qui est en train de se produire dès maintenant, alors ce qui se produira plus tard se produira. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si les gens commencent à tirer les leçons, à apprendre de nos erreurs collectives, va falloir peut-être qu'on arrête de croire à une mécanique institutionnelle qui précisément joue contre nous. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'organise, il va falloir qu'on comprenne qu'il y a une vraie lutte dans le sens le plus fondamental, le plus philosophique du terme, et le plus républicain, si on veut même du terme. Bah là, à un moment donné, peut-être qu'il se produira quelque chose dans cet espace-temps que j'ai évoqué. Et ça pourrait être très intéressant. En gros, c'est une manière de dire, sera très heureuse n'importe quelle surprise dans ce scénario-là. C'est ça qu'il faut retenir. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas surprenant que les extrêmes droites, la logique d'extrême droite qui gouverne là, elle s'amplifie. Tu vois, c'est pas déconnant. Tu le dis à n'importe qui, tu dis ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Parce que déjà, on le voit déjà. Oui, tu as Trump, machin, tu vas l'Espagne, voilà. Donc ça, c'est pas déconnant. Et ça veut dire quoi ? J'insiste, ça veut dire que la surprise est toujours une bonne nouvelle. Soyons à la manœuvre des surprises. Voilà. Mais la surprise est toujours et constamment une bonne nouvelle. Soyons derrière ces surprises. Je vais te dire un truc qui est un peu what the fuck ou pas. Dans Legend, dans Legend là, de Guillaume Play, il a reçu un astrologue. J'ai pas vu l'épisode, mais on m'a raconté. J'ai des cracks qui m'ont raconté ça. Dans Legend, il y a un épisode où il reçoit un astrologue, je crois. Et l'astrologue, il lui dit un truc rigolo. Il lui dit que l'alignement des planètes, de toutes les planètes... Donc c'est le cas en plus. Les planètes sont sur la même ligne. Ah oui, en ce moment, oui. En observation, c'est magnifique. Et en fait, il explique qu'il y a un... Oui, tu as parlé d'Espagne, tu voulais dire l'Argentine, non ? Oui, l'Argentine carrément, mais l'Espagne c'est pas parce que Vox et ils ont fait aussi un congrès de l'enfer à Madrid où il y avait toutes les extrêmes droites européennes qui étaient réunies et qui félicitaient l'élection de Trump. Voilà. D'accord. Donc oui, ça sent. D'accord. Mais l'Espagne, ce sont là-bas, c'est des amateurs de la surprise. Ça, j'apprécie beaucoup. Il y a une radicalité espagnole qui est magnifique et qui est toujours là et elle est toujours vivante. Et je suis assez confiant. Honnêtement, je suis assez confiant pour les ressources, même morales et politiques, concernant l'Espagne. Vraiment, vraiment. Et d'accord. Mais on te fait confiance là-dessus parce qu'on sait que c'est ton pays de... ton d'adoption. Et donc, en gros, l'astrologue disait que l'alignement des planètes qu'il y avait eu en 1789 sera pour la première fois le même en septembre 2026. Je trouve ça drôle. Parce que ça tomberait sur une période de campagne présidentielle, tu vois, pour 2027. Et j'ai trouvé ça drôle que ce truc-là. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas sur quoi il se base. Mais c'est de l'astrologie. Mais non, ce qui est drôle quand même, parce que encore une fois, il y a des événements qui sont liés, dans le sens où il y a une sorte de logique humaine, tu vois. Tu sais, comme je t'avais dit, 1776, très grave épidémie de variole en France. Le roi Louis XV meurt. C'est ce qui précipite au pouvoir Louis XVI, qui n'avait pas tellement envie d'y être. Tu vois, cette épidémie va avoir un impact aussi sur les récoltes, avec aussi un élément de climat qui pose problème, vraiment, qui augmente les famines, avec en plus le fait que Louis XVI accepte, c'est pas tellement son idée, mais accepte de se lancer dans une guerre à l'extérieur, en l'occurrence en Amérique. Il soutient les États-Unis, puis ensuite il combat les Espagnols par rapport à la Floride, etc. Tu vois, il y a tout ça. Donc tout ce contexte-là va rendre propice, avec un essoufflement du régime, va rendre propice la Révolution française. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui on a une configuration post-épidémique avec des éléments de climat qui changent réellement, tu vois, et un essoufflement du régime que nous connaissons depuis déjà un petit moment. Donc c'est presque en fait une logique humaine. Tu sais, en gros, pour le dire fondamentalement, les mêmes causes génèrent les mêmes effets. Le truc de l'Empire, oui, parce que, regarde, non mais là je reçois une pluie d'informations. Réellement, Trump est en train de démanteler l'Empire romain, l'Empire américain. Là, c'est ça, il est en train de dégraisser
le Pentagone, la CIA, le FBI, l'USAID, il a fermé, donc ça c'est encore plus haut, la NASA. Les gars, ils prévoient de faire une des missions les plus dingos, justement pour la Lune. Artemis, c'est Artemis 5, hein, si je dis pas de bêtises. Et normalement, c'est censé être l'année prochaine, hein, si je dis pas de conneries non plus. Sur le planning. Déjà, celle-ci, c'était... Pour aller, là, c'est habité, là. C'est la mission habitée sur la Lune, tranquille. Hein. Donc, mais c'est vraiment ça. Hein. Donc, mais sauf que ça demande une organisation de fou malade. Je veux dire, les gens sont déjà au courant. Mais là, je sais pas si c'était prévu. Hein. Je me pose vraiment la question si la NASA avait prévu qu'il allait avoir un plan de dégraissage là... entre-temps, là. Ouais, hein. parce que là, ça nique tout, là. Parce que, en gros, si je dis pas de bêtises, il y avait 5 phases, là, pour la mission Artemis sur la Lune. Ouais. Il me semble qu'on a fait déjà... on est arrivé à la 3e, si je dis pas de bêtises, on arrive à la 3e, vous me direz dans le chat, et que là, on doit faire la 4e et la 5e. C'est la 5e qui est habitée. Alors que peut-être que déjà, c'est la 4e. Bref, mais c'est bien... En fait, c'est vraiment très bientôt. Donc, je sais vraiment pas, là, pour de vrai, je sais vraiment pas si la NASA avait prévu qu'il allait avoir ce plan de fou malade. Parce que, oui, c'est Musk, hein, parce que c'est un génie. Voilà. Oui, d'ailleurs, il est venu avec la tronçonneuse là, de Milei. C'était son gimmick. Là, il s'amusait à faire ça là, à venir avec. Ça, ouais. C'est la mission entière, c'est ça. Hein. C'est ça le. Attends, j'ai checké ça. Ils ne l'ont pas mis en français? Si. Non. Ah non, d'accord, en anglais. Artemis 5. Je sais pas combien. D'accord. Est-ce que c'est ça le planning? Space Launch, Orion... Ah, ils ont poussé à 2030? Ah ouais? Non, je sais pas, vas-y, descends. Hop, je regarde. Non, bah non. Ah oui, démonstration de la mission 2030, a priori. Ouais, bah, écoute, ma foi. Décalé à 2030. Décalé à 2030. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire aussi. Ouais. Ah bah mince alors. C'est embêtant. Parce que, pardon, mais. Ça va être compliqué. Bah, ouais, j'ai un peu le sentiment que s'ils décalent encore, bah, ils vont décaler très longtemps. Hein. Ouais. Donc, c'est dommage. Hein. Parce qu'on attendait tous quand même ça, hein, pour de vrai en plus. Hein. Donc, oui. Ça permettait au moins de clore certains débats. Mais en tout cas, donc, là, il est en train de démanteler, mais c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, tu sais que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours de l'encre qui coule chez les historiens pour réellement déterminer qu'est-ce qui s'est passé à Rome, tu vois. Ah ouais. Et à tel point que même certains historiens ont dit qu'il faut arrêter de parler de chute de l'Empire romain, il faut parler plutôt de disparition progressive. Bon, ça, c'est des euphémismes, en fait, parce que bien sûr qu'il y a une chute. Les empires chutent, c'est normal. L'Empire chinois a chuté, l'Empire égyptien a chuté, l'Empire perse a chuté, l'Empire romain a chuté, et aucun empire ne fera exception. Parce qu'en fait, encore une fois, on revient sur Ibn Khaldoun, c'est qu'il a une théorie, un modèle qui est très puissant, qui mériterait d'être affiné et d'être remanié pour l'adapter à notre contexte actuel, ce que j'ai pas encore eu le temps de faire. Mais lui, il considère en fait que tout corps politique, et donc institutionnel, est assimilable à un corps humain, puisqu'il est constitué d'humains. On reprend du Crozier avec l'acteur et système. Et oui, tu sais, éducatif, universitaire, intellectuel, culturel, tout. C'est d'ailleurs pour ça que tu remarques qu'il y a ce qu'on appelle des élans générationnels, qu'il y a des... Pourquoi il y a des transformations à chaque siècle ? C'est pas parce qu'en fait on regarde tous notre montre. Non, c'est parce qu'en fait des générations passent et disparaissent. C'est tout en fait. Et donc à partir de ce moment-là, ça crée une impulsion. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'un système institutionnel est semblable à un corps humain. Il connaît une fragilité de naissance, qui d'ailleurs, c'est pour ça que s'il est beaucoup trop fragile, il disparaît. Donc comme on dit, il meurt né, hein, tu vois, parce qu'il est trop fragile, donc hop, il est balayé. C'est ça les tentatives que tu peux voir des fois de prise de pouvoir, machin, qui se voit à l'échec, voilà. Et il dit ensuite, une fois qu'il grandit, il se renforce et il arrive à un âge robuste, comme l'humain. Dans cet âge robuste, c'est là que tout le monde croit qu'il est invincible. Et il dit d'ailleurs, cette croyance est suffisante pour que son pouvoir arrive à être assuré, parce que personne ne va chercher à le provoquer. Et donc à ce moment-là, lui-même, il prend confiance en son pouvoir. Donc, il garde cette confiance, sauf qu'il le dit très bien, il se relâche, puisque plus personne ne veut l'affronter. Et comme il se relâche, en fait, c'est le moment où des gens commencent à remarquer et se dire « Ah, maintenant, moi, je vais commencer à me muscler, et je vais me préparer pour prendre sa place. » Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il devient vraiment faible, et là, il meurt. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que si tu es proche du pouvoir au moment où il est en train de s'affaiblir, c'est le moment. Tu peux prendre la place, mais encore une fois, tout ça dans une logique où on veut prendre le pouvoir. Oui. Parce que le pouvoir, c'est encore un autre problème. Tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais c'est fou parce que t'as Soraya qui dit
Trump fait une purge et d'un coup, j'ai pensé au film La Purge. Tu penses qu'il serait capable de faire ça, lui? Tu vois, c'était quoi le principe du film La Purge? American Nightmare, là. Ah oui. Où en gros, t'as un soir dans l'année. Ouais, c'est vraiment américain. Un soir dans l'année où t'as le droit de faire tous les crimes que tu veux, tu seras pas condamné. De telle heure à telle heure. Franchement, ils pourraient trop le faire. Et en fait, ils disent que donc, depuis Trump, qu'ils font ça, les prisons sont désemplies. Tu vois, ça a régulé la population, machin. Là, et d'ailleurs, en fait, sociologiquement, c'est intéressant en plus parce qu'après, ils ont même fait les prémices de la purge, comment ça s'est passé politiquement pour que l'idée elle passe et tout. Mais je suis sûr que sur un malentendu, ce bâtard, il serait capable de le faire, quoi. Ouais, c'est possible. Non, mais en fait, on est vraiment dans une config. Mais c'est là que c'est très intéressant. C'est que, tu sais, encore une fois, tout le monde a tendance à croire que ceux qui sont au pouvoir sont compétents. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. Ouais, c'est ce truc de ouais, ben non, mais attends, il est politique. C'est comme moi quand à l'époque je disais j'ai envie d'être député. Bah ouais, mais t'as pas fait d'études de député. Tu peux pas. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Tu sais bien, hein, je veux dire, là, franchement, c'est pas un scoop. Parce que des gens croient vraiment que Elon Musk est intelligent. Ah oui, il y a des gens qui aiment pas du tout quand tu dis qu'il a pas de cerveau. Ah, c'est vrai? Attends. Il a pas de cerveau. C'est un débile profond et tout mon respect pour les personnes qui sont atteintes de déficience mentale, qui sont beaucoup plus respectables que ce dégénéré. C'est un profond débile, d'accord? Hein, vraiment. Et tellement vrai qu'il va le prouver. Il va le prouver en foutant en l'air des décennies de programme spatial. Ça va être merveilleux. Vous allez voir, un véritable génie. Ouais, parce que c'est lui il s'est concentré très fort dans ses toilettes et il a sorti Tesla. C'est connu. Ouais. C'est comme ça qu'il a fait. SpaceX, pareil. C'est quand il a, après avoir mangé, il a eu une réjection et puis hop, SpaceX est sorti. Mais les gens, c'est des oufs en fait. Hein. Vraiment, c'est méconnaître l'intelligence, le savoir, la cognition, ce qu'on appelle le principe de l'accumulation de savoir, la noosphère, comme le disaient aussi les Grecs anciens. C'est un concept super intéressant que Musk ne peut même pas maîtriser, ne peut même pas gérer. Mais c'est vrai. Mais parce que tu sais pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que je suis jaloux en fait. T'es jaloux de lui. Je suis super jaloux. Moi, j'aimerais tellement avoir son visage. Ah là là, j'aimerais tellement. Ah, mais c'est ouf. Apparemment, Elon Musk, il dit que il aimerait bien que l'ISS soit démantelé. Ben oui. mais voilà. Mais c'est un génie. C'est juste qu'on ne le comprend pas encore. On le comprendra quand tout le monde sera mort. Mais non, mais en fait, encore une fois, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils croient réellement. Ils sont convaincus que là où il en est, c'est le fruit de ses efforts et le fruit de son génie. Ouais. C'est méconnaître l'économie, la politique et l'intelligence. Et encore une fois, c'est même le contraire. Elon Musk est principalement responsable de la disparition de nombreux cerveaux et de nombreuses recherches et de nombreuses innovations, plutôt que le contraire. Mais encore une fois, je veux dire, de toute façon, plus, pourquoi je suis en train de chercher à argumenter? Le mec, c'est un nazi. Non, il est autiste, arrête. Ça, c'est vraiment scandaleux pour les personnes qui souffrent de ça et qui font des troubles autistes. C'est scandaleux. Alors j'ai un article. Et les cracks m'ont remonté sur la purge. Ouais. Sérieux? Trump, lors de son discours du 29 septembre 2024, l'homme d'affaires aux multiples condamnations a entamé tout un argumentaire autour de l'activité criminelle très forte au sein des USA. Ouais. Or, dans le lot de ses suggestions pour y remédier, il a tout simplement dévoilé l'idée d'autoriser la police à agir comme bon lui semble, avec la plus grande des violences, le tout sans conséquence. Selon lui, il pourrait s'agir d'une mesure efficace et dissuasive à destination de potentiels criminels. Un jour ou une heure où certains hommes seraient donc au-dessus des lois, le tout autorisé par le gouvernement. Une proposition qui fait grincer des dents les Américains aujourd'hui, qui ne manque pas de dresser le parallèle entre la déclaration et le film, donc American Purge. Ah, mais il va le faire. Non, mais donc, c'est bon, t'as raison, il va le faire. Ouais, il va le faire. En génie ultime qu'il est, il va le faire. Si vous avez... Ouais, non, attends. Moi, j'ai envie de dire, dans un profond cynisme... Qu'il le fasse. Non, mais si ça arrive, Luigi... Voilà, faut penser en mode Luigi. Luigi, qui le disent. Parce que dans la confusion, dans le malentendu, vas-y. Ouais, attends. Non, moi la purge, moi je vais plutôt aller du côté de. Tu vois, la Maison Blanche là-bas, la Maison Blanche. J'ai des trucs à régler un petit peu. Ouais, c'est. Mais tu sais, c'est ce qui va se passer. Parce qu'en fait, à ce jeu-là, il sait pas ce qu'il va générer.
C'est horrible. De nombreux innocents sécurisés dans des trucs et tout. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est limite. Ça, c'est limite. Tu démantèles... Parce que, t'as vu, là, ils démantèlent plein de choses. Parce que ça a déjà commencé, par contre, ça, j'ai vu. Il y a des informations là-dessus. Ils démantèlent tellement de choses que, tu sais, au niveau des administrations, bah, t'as plein d'anciens fonctionnaires qui disent « Ah, d'accord. Bon, bah, je vais lâcher les doses, en fait. Ouais. Et je vais lâcher les plans. Je vais lâcher les dossiers. Je vais lâcher des informations. Je vais lâcher comment ça se passe. Tu veux connaître les plans de la Maison-Blanche? Attends, vas-y, je vais te les donner. » Bah oui, parce que ce gros débile, il va virer des gens qui ont des postes ultra sensibles. Mais comme il n'en a aucune idée, parce que c'est un débile profond, qui a même pas un cerveau fonctionnel, bah en fait, mais c'est réel, hein, c'est vraiment ce qui va se passer. Tu vas voir. Tu vas voir des gens, et là je dis ça, c'est la manière gentille. La manière moins gentille, c'est « Allô? Ouais, Pékin? Ouais, j'ai des trucs intéressants pour vous. Par contre, je veux bien avoir un appart, tout ce qu'il faut, voilà, tranquille. Ouais, bah voilà, je vais vous transmettre tout ça, vous allez voir, ça va être rigolo. Je vais vous envoyer plein de trucs, hein. Par contre, vous allez voir, il faut avoir du temps de lecture. » Mais c'est impressionnant, c'est très impressionnant ce collapsing, cet effondrement. C'est très très impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant que t'as des gens qui sont dans une sorte d'unanimisme, qui disent oui, Musk et tout, c'est efficace, etc. Bah, très bien, allez-y, c'est très très bien. C'est vraiment comme les gens qui se prosternaient devant des empereurs de 5 ans. Ah oui, ouais. Ça existait, hein, ça a vraiment existé. Hein. Putain, on est pas sorti de l'auberge. Mais en tout cas, c'est trop cool de pouvoir faire cette fiction-réalité au final. Merci encore le Polytaquin pour cette magnifique fiction-réalité. C'est très bien écrit. Mais c'est ouf, hein, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais. C'est juste vraiment comme ça que ça se passe. Franchement, on prendra un thé avec toi pour en discuter, Khalil, et se dire putain, t'avais raison. Et Hamza aussi sur le 3e mandat. Et là, en plus, nouvelle donnée. Hamza nous en parle de 5. Mais affaire à suivre. En tout cas, c'était trop cool de pouvoir discuter de ça avec vous. Merci beaucoup, Dr H, plaisir. Pour ta participation. N'hésitez pas à l'ajouter sur les réseaux, Dr HG. Voilà. Ah oui, c'est ça. Sur Instagram, sur TikTok, si vous voulez lui parler, parce qu'il y en a plein qui me posent des questions parfois. Est-ce que tu penses que Dr H aurait une idée de ce que... Je demande lui directement. Franchement, si vous me parlez sur Insta, je réponds. Hein. Il répond, voilà, il découvre l'outil, les trunks. Ouais, faut que je découvre, c'est vrai, par contre. Exactement. Je m'habitue. Merci beaucoup à ma chérie Galkani Cagnon à la réalisation. Merci à Mani qui est en train de lécher le sachet de thé. Il trouve ça sympa, il découvre le thé à la menthe. Merci à vous toutes et tous les cracks qui nous donnent de la force, qui nous suivent sur toutes les plateformes, etc. Franchement, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager autour de vous à au moins 2 personnes, qu'on puisse continuer à gagner du terrain et de répandre tel un sachet de thé, de laisser infuser nos idées. Voilà, on dit pas qu'on maîtrise tout. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit, mais qui aiment bien nous écouter quand même. Et bien sûr. Et c'est ça qu'on aime. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.